Pour terminer cette troisième session, nous avons changé dans les bulles. Là, on a fait les objectifs, cibles, messages, et maintenant nous allons aborder les moyens. Avec un petit zoom sur les moyens, puisque cette partie ne sera pas exhaustive, bien évidemment. Donc, zoom sur les moyens. La première chose qui est quand même importante, c'est de connaître vos limites. Vos limites, elles peuvent être techniques, de compétences, mais elles sont souvent financières. Donc, il est important de savoir quand même rapidement quel est le budget que vous pouvez consacrer aux actions de communication. Alors, on a vu, il y a des exemples qu'on a vus avec la bande dessinée, par exemple, qui va être la conception et l'impression de support, la diffusion, l'achat de logiciels spécifiques, peut-être pour dessiner si vous le faites en interne, l'achat de fournitures, et puis, bien évidemment, les frais de personnel qui sont en charge de la communication et qu'il ne faut pas sous-estimer. Au risque de vous retrouver coincé et de ne pas pouvoir mener jusqu'au bout vos actions de communication. Premier type en fait de moyens, premier type de moyens en fait, ça va être de construire en fait votre identité. Alors, soit avec une charte graphique, soit avec une identité visuelle, pour que vous soyez reconnu à chaque fois que vous faites de la communication. Certains donc construire des supports en fonction des cibles. Par exemple, peut-être que des panneaux au bord de la rivière parfois sont plus judicieuses que une action Facebook. La mise en forme, alors là c'est la question qui est importante aussi à se poser, notamment en lien avec le budget et les compétences, c'est est-ce que vous allez les faire vous-même ou est-ce que vous allez les faire faire? La comparaison, alors par contre n'hésitez pas à regarder ce que font les autres. En fait, il y a plein, c'est bien, je trouve ça très intéressant, les échanges d'expériences, ou bien d'aller gratter aussi un peu sur Internet pour pouvoir s'inspirer des actions de communication des autres, et en particulier celles qui rentreraient dans vos budgets. Beaucoup d'actions de communication ne coûtent pas forcément de l'argent. Et ensuite, posez-vous la question sur les lieux de diffusion de vos supports. Ça semble idiot de poser cette question, mais finalement, par exemple, pour revenir sur la bande dessinée, il faut anticiper la façon et les lieux où on va les diffuser. Est-ce qu'on les envoie à toutes les communes? Est-ce qu'on les envoie à toutes les écoles? Est-ce qu'on les met à disposition dans les salles d'attente des médecins? En fait, toujours se demander comment on va diffuser notre support de communication. Là, on approche là, quelques petits exemples de supports papier. Bon, j'imagine que vous les connaissez tous, hein, le panneau d'affichage, les courriers, les rapports, la plaquette, les affiches, les flyers. J'ai pas mis la bande dessinée, mais c'est un support papier. Et puis la presse régionale quotidienne. Pour choisir le meilleur support papier, il faut absolument que vous ayez en amont défini vos objectifs, votre cible, vos messages. Cela va sans dire. Après, les supports informatiques. Donc, je prends le temps de m'arrêter un petit peu là-dessus, puisque je pense que parfois on peut aussi les sous-estimer. Alors, toujours bien sûr, en lien avec nos objectifs, on va définir. Alors, le site internet, c'est un peu la vitrine en fait de vos projets. C'est votre maison, c'est chez vous, donc c'est là où vous allez mettre des choses et en fait, ça sera le lieu de référence dans le cadre de vos communications, par exemple, si les gens veulent en savoir plus sur telle ou telle action. Mais là, vous faites qu'une information, en fait, c'est une communication descendante. Vous mettez à disposition des informations. D'avoir une newsletter, enfin une lettre électronique, qui est aussi une information, une communication descendante, en fait, ça peut être très intéressant pour donner en fait des rendez-vous réguliers avec votre cible. Si vous ne pouvez pas faire des paritions régulières, peut-être vaut mieux s'abstenir. Ou alors le dire. La lettre annuelle, la lettre mensuelle, la lettre hebdomadaire. Mais si vous avez défini un rendez-vous régulier, surtout restez-y puisque ça sera le moyen de garder votre public toujours informé. Et enfin, les réseaux sociaux. Alors, moi qui suis très très âgée, puisque j'ai plus de 50 ans, j'ai eu du mal à comprendre l'intérêt en fait d'utiliser les réseaux sociaux et à comprendre les différences entre les uns et les autres. Et en fait, quand même quand on est vieux, on se rend compte que c'est important dans des actions de communication. Donc le Facebook et le YouTube,
à privilégier si vous voulez toucher le grand public. Le Twitter et le LinkedIn, là, c'est là que vous allez pouvoir faire de la communication professionnelle. Alors peut-être que vous n'en avez pas besoin, mais pour certains types d'actions de communication, LinkedIn est beaucoup plus approprié que Facebook. Et enfin, si vous voulez toucher les jeunes, eh bien, Instagram, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Alors demain, ça va changer puisque les jeunes évoluent très très vite. Mais aujourd'hui, ça peut être intéressant. Vous êtes sur le terrain, vous prenez une photo et vous la postez sur Instagram avec un petit commentaire. Pour pouvoir être efficace avec vos supports, que ce soit le site internet, la newsletter ou les réseaux sociaux, en fait, c'est important d'avoir un calendrier éditorial. Qu'est-ce que ça veut dire, cette chose un peu bizarre? Ça veut dire que, par exemple, sur l'année qui vient ou sur les 2 années qui viennent, vous allez anticiper les moments de vos communications via vos supports informatiques. Par exemple, vous vous dites, on fait du Facebook une fois par semaine, on met une activité qui bouge. On fait des photos, on doit aller sur le terrain, on prend systématiquement des photos pour qu'on ait une photo régulièrement, toutes les semaines, tous les jours, tous les mois ou tous les, je sais pas trop quoi. C'est ça le calendrier éditorial. C'est de ne pas courir en fait après l'information, c'est d'être le moteur de votre information. Donc vous décidez quand est-ce que vous allez publier ou diffuser de l'information et comme ça vous aurez toujours des outils qui seront actualisés et d'actualité. Les réseaux sociaux, je l'ai pas dit, je l'ai souligné en noir là, c'est un moyen d'avoir comme une conversation. Il faut le prendre comme une conversation, à la différence du site internet ou de la newsletter. Là, la conversation, ça veut dire que, ok, vous mettez de l'information, des photos, mais surtout, vous faites interagir votre public en posant des questions, en faisant des sondages. Par exemple, dans votre calendrier éditorial, vous pouvez imaginer qu'une fois par semaine ou qu'une fois par mois, vous interpellez les gens. Et vous, la rivière, vous la voyez comment? Combien de fois vous êtes-vous baigné cette année dans la rivière? Ou si vous vous baignez pas, quels sont les problèmes pour lesquels vous vous baignez pas? L'idée, c'est pas tellement d'utiliser le résultat. L'idée, c'est de faire converser les gens. Et ça vous fera ça augmentera en fait votre autorité, pas votre autorité, mais le fait que vous soyez connu, votre notoriété. Voilà, je trouvais pas mon mot. Ça augmentera votre notoriété. Et puis gardez à l'esprit, message là, que tout est interconnecté. D'où l'intérêt d'un calendrier éditorial. Si je publie sur le site internet je ne sais pas trop, tous les X, toutes les semaines, en même temps, est-ce que je publie quelque chose sur Facebook le lendemain, 2 jours avant, 3 jours après, etc. Et puis surtout varier les plaisirs. Ne restez pas bloqué sur du texte. Il y a les photos, les vidéos, d'où aussi l'intérêt d'avoir une chaîne YouTube. Les vidéos, aujourd'hui, elles peuvent être faites avec votre téléphone. Vous allez sur le terrain, vous faites un mini reportage et vous les publiez sur Facebook ou sur votre YouTube ou sur Instagram si vous faites des photos. Faites des interviews aussi de vos cibles pour les mettre sur votre site ou sur Facebook ou sur YouTube et où d'ailleurs. Faites des sondages, là surtout pour garder la conversation avec votre public. Les événements, vous pouvez publier des événements, proposer des graphes, des infographies. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est de varier le mode de communication à travers ces outils qui, quand même, sont assez intéressants aujourd'hui pour pour sensibiliser principalement sur les questions en lien avec la préservation des cours d'eau et la restauration des cours d'eau. Ensuite, il y a la communication directe. On a eu un exemple avec la bande dessinée et puis également les rencontres avec les riverains, avec les propriétaires de moulins que nous a présenté Clémence. Les réunions, alors les réunions, elles sont de différents types. Ça peut être les réunions autour du projet avec un comité de pilotage, des réunions avec des riverains pour parler avec eux, mais de perception, d'identité de territoire, des réunions bilatérales et des contacts directs avec les riverains concernés et aussi, quand même intéressant, les réunions publiques où là, vous ouvrez à l'ensemble de la population ou à une partie de la population. Voilà. Les réunions, c'est quand même toujours un moyen de communication qui est très interactif et qui permet la conversation. Les expositions, les visites de terrain, les animations vers les scolaires, les journées portes ouvertes ou les sentiers pédagogiques pour montrer ce qui s'est passé après les travaux, des événements, et puis je m'arrête quelques secondes sur les relations presse.
Les relations presse, en fait, c'est important de garder à l'esprit que ça ne se limite pas à envoyer des communiqués de presse lorsque vous avez un événement ou lorsque vous voulez faire connaître quelque chose. La relation presse, en fait, ça signifie créer et entretenir des relations de confiance avec les journalistes. Donc, en fait, il faut que vous ayez identifié sur vos territoires quels sont les gens qui parlent de vos territoires dans la presse, rentrer en contact physique, là, direct avec eux, et comme ça, lorsque vous leur enverrez un communiqué de presse ou une demande de communiquer sur vos projets, etc., ils vous connaîtront et ça facilitera en fait la rédaction et le fait d'avoir un article dans le journal. Donc les relations presse à ne pas négliger, mais à créer des relations de confiance avec les journalistes. Alors maintenant, on va faire un petit sondage d'échange d'expérience pour savoir en fait qu'est-ce que vous avez développé sur vos territoires. Alors il y a un premier sondage qui est sur la communication directe, sur les réseaux sociaux et sur les supports papier. Et puis on vous a mis un dernier petit cadre là qui est est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite des outils que vous avez développés? Alors, bah, dis donc la communication directe finalement, vous faites à part les portes ouvertes après travaux, vous faites quand même beaucoup de choses, hein. Vous êtes 14 à faire des réunions publiques, des expositions, des visites de terrain. La visite de terrain, c'est ce qui arrive en tête. Des animations scolaires, des événements, des relations presse, pas mal. Vous êtes plutôt satisfait de votre communication directe, alors ça c'est pas mal, mais il y a quand même 30%, 27%, bon, 6 personnes qui ne sont pas satisfaites. Donc j'espère que ces personnes vont nous expliquer dans le cadre pourquoi elles ne sont pas satisfaites, et éventuellement qu'est-ce qu'elles verraient pour améliorer, enfin qu'est-ce qui a fait défaut. Ensuite, sur les réseaux sociaux, un site internet, bah oui, c'est la vitrine, c'est chez vous le site internet. Ceci dit, pensez-y bien à votre site internet. C'est toujours pareil. Posez-vous la question à qui je m'adresse. Est-ce que je m'adresse à tout le monde ou à un certain type de personnes pour être sûr de faire plus juste? Facebook, 65%, enfin 11 personnes ont un Facebook. Twitter, LinkedIn, personne en fait. Oui, peut-être que ça vous convient pas, c'est possible. Instagram, ah oui, parce que vous devez tous être jeunes, j'imagine. Chaîne YouTube, bon, là, vous êtes moitié satisfaits et moitié qui ne sont pas satisfaits. Support papier, qu'est-ce qui arrive en tête? La plaquette, le panneau d'affichage, les rapports et les bilans. Si vous les diffusez, parce que les rapports et les bilans, bien faits, imagés, avec des photos et des graphes clairs et simples, c'est à diffuser, hein, ce sont des outils de communication. Des flyers, et vous en êtes satisfait. Deux sont pas satisfaits. Bon, pareil, hein, pour tous ces outils-là, vous posez-vous la question à qui je m'adresse et quel est mon message. C'est quoi mon objectif et quel est mon message? Je vous invite, après cette conférence, de reprendre vos outils et de regarder est-ce que j'ai vraiment un message dedans. Mais un seul, pas plusieurs messages mélangés. Alors, sur vos insatisfactions, principalement, attends, je remonte un peu, principalement,
c'est le temps. Eh oui, la mise à jour du site internet demande beaucoup de temps. Alors ça, c'est pareil. Si vous avez un plan de communication avec un calendrier de communication, c'est des choses que vous pouvez anticiper au lieu de courir après le temps en vous disant ah mince, ça fait un mois que j'ai pas mis à jour. Ça doit faire partie. Si vous avez un site internet, ça doit faire partie de vos tâches. Tous les lundis matins, quand j'arrive, je publie quelque chose pour que ce soit interactif ou tous les jeudis. Enfin, posez-vous du temps pour faire ça. Un problème avec la presse qui cherche les scandales et à non faire des scoops. Ah ben, peut-être que la presse, du coup, essayez si vous ne l'avez pas fait, peut-être vous l'avez déjà fait, mais une des suggestions, ça serait de les former, en fait. De les former, de les sensibiliser, de leur expliquer que c'est pas avec le scandale qu'on fera avancer le schmilblick et que peut-être, voilà, peut-être ça manque un petit dossier très pédagogique ou un rendez-vous de presse où vous leur diriez, tiens, aujourd'hui, on forme la presse à nos problématiques. Manque cruellement de moyens pour avancer de cette façon. Ben oui, la communication, souvent, c'est quand même le parent pauvre des actions, surtout si vous n'avez pas de personnes compétentes en communication, parce que ça s'invente pas, hein, quand même, la communication. Pour la faire correctement, faut quand même quelqu'un qui connaisse un peu. Manque de temps pour développer ses actions. Il manque de la conversion du site du site anglais et en espagnol. Ah, d'accord. Vous devez être, du coup, vous êtes quoi, dans une région où votre rivière est internationale, quoi. Passe, ben non, je vois pas. Posez-vous la question si c'est important que ce soit en anglais et en espagnol. Public touché, ben oui, problème du public touché pas assez large. Ben oui, parce qu'en fait, le site, c'est un outil de communication, mais en même temps, il faut faire de la communication pour inciter les gens à aller sur votre site. Vous pouvez faire un diagnostic en sachant est-ce que votre site est intéressant par rapport à vos objectifs de communication ou est-ce que finalement le minimum, un site très simple avec un minimum de choses et comme ça vous axez vos efforts sur d'autres outils. Les messages pas clairs, oui, ben ça c'est quand même le plus difficile. Le message c'est le plus difficile. Moi ce que je vous suggère c'est que les messages il faut être plusieurs en fait pour les définir. Il faut pas vous ne pouvez pas définir un message pertinent tout seul. Il faut se mettre à plusieurs. Mais ça peut être vous, quand vous allez sur le terrain, vous le testez et éventuellement vous demandez à vos riverains ou aux associations avec qui vous travaillez comment tu voudrais qu'on te parle. Il faut arriver en fait, et une fois que vous aurez défini des messages clairs, ça vous aidera ensuite pour la suite. Mais ne le faites pas seul, faites-les en brainstorming ou avec d'autres personnes qui peuvent vous aider, voire même avec votre famille. Moi, je teste mes messages avec ma famille. Comme ils comprennent rien au domaine de l'eau, c'est le meilleur public. Je leur dis, si je te dis ça, qu'est-ce que tu comprends? S'ils ont compris de travers, eh bien, c'est que mon message n'était pas clair. Manque de temps, oui, bien sûr. Ah, difficulté de mesurer l'impact de l'événement. Eh bien oui, en fait, parce que il faut trouver des indicateurs qui sont pertinents. Et regarder peut-être ce qu'ont fait d'autres gens pour mesurer comment je mesure un impact. Mais ça va être lié à vos objectifs. Si vos objectifs, c'est d'avoir eu 100 personnes, bah, vous comptez 100 personnes. Si votre objectif, c'est qu'après l'événement, vous ayez changé les comportements, je sais pas moi, par exemple, qu'il y ait 10 personnes qui vous laissent accéder sur leur terrain pour pouvoir faire des travaux, eh ben ça sera votre indicateur. Donc en fait, l'indicateur, il est toujours lié à votre objectif immédiat. Changement de comportement, identifiez quel changement et vous comptez le nombre de gens vous comptez le nombre de changements. Et réaliste. Par exemple, c'est pas j'ai 500 seuils qui vont sauter suite à mon événement. Non, ça va peut-être être 1, 2, 3. Ensuite, difficulté de la cohérence avec les différents outils. Ouais. Donc là, quand vous aurez le temps, faites un diagnostic de tous vos outils, mettez-les tous à plat pour voir lesquels ne servent à rien et lesquels améliorer pour que vous ayez une communication cohérente. Alors, la communication qui n'est pas régulière, en fait, ça revient quand même à ne pas faire de communication. Il faut être toujours actif, mais c'est à vous de décider le rythme. Mais soyez régulier, même si c'est une fois par semaine, si c'est une fois toutes les 2 semaines, si c'est une fois par mois, il faut dans votre calendrier, il faut absolument que vous ayez défini des temps où vous allez communiquer régulièrement.
Alors, bien sûr que rien ne vaut un bon chargé de com en interne, ça c'est sûr et certain. Si vous ne l'avez pas, eh bien, vous pouvez faire des formations ou bien vous pouvez éventuellement commencer à déblayer, bah, peut-être avec des étudiants chargés, des étudiants en communication qui pourront peut-être vous aider à déblayer un peu et à définir vos premiers grands outils. Langage trop jargon, bah, ça c'est bien de vous en rendre compte. Maintenant, vous ne le ferez plus. Il faut attirer déjà avec la communication. Donc, un langage simple. Ce que vous pouvez faire, c'est de dire, si vous voulez en savoir plus et si vous voulez en savoir plus en termes de technique, nous avons un document à votre disposition. Alors, ça peut être votre rapport, votre bilan, votre site internet. Alors, base de données contact pas assez fournie, bah, d'autant plus que maintenant avec la RGPD, vous n'avez plus le droit d'envoyer des courriers, des documents ou des choses comme ça sans avoir l'accord préalable. Eh bien, il faut que vous arriviez à faire des événements, peut-être pour attirer des gens et leur faire signer l'autorisation de communiquer avec eux. Et puis après, ça peut être de la cooptation. Peut-être que vous identifiez une dizaine d'agriculteurs, eux-mêmes pourront être des relais. En Angleterre, ils appellent ça des champions. Ils ont des champions, ils repèrent quelques agriculteurs, c'est leur champion et cette personne a la mission, on va dire, de faire passer le message à 10 voisins ou 10 autres agriculteurs. Donc pensez à ces relais sur le terrain pour relayer votre information. Alors trop transparent, alors ça je vois pas bien ce que ça peut vouloir dire trop transparent. Pour moi, on n'est jamais trop transparent. Alors bien différencier, communiquer et informer. Ben, en fait, communiquer, c'est tout ça. Communiquer prend informer, consulter, sensibiliser. Communiquer, c'est à partir du moment où vous conversez, où vous faites un message avec des gens. Ce qui est important, c'est surtout de différencier vos objectifs. C'est pas de différencier communiquer et informer, mais c'est vraiment de différencier vos objectifs. C'est pourquoi j'informe, pourquoi je communique. Communiquer, ça veut rien dire en fait, hein. Ça veut juste dire je suis un émetteur et j'ai un récepteur et j'envoie quelque chose. Et la question, c'est qu'est-ce que j'envoie et de quelle façon. Pardon? Non, alors, donc Julie me fait remarquer que la Fédération de pêche a posé une question. Réseaux sociaux, réaction des Antilles. On passe beaucoup de temps à batailler à coups d'arguments et de contre-arguments. Euh, eh bien, en fait, peut-être que, enfin, vos réseaux sociaux, je sais pas, c'est Facebook, peut-être, j'imagine, euh, même ou Twitter. En fait, vous n'avez pas forcément besoin de batailler puisque ce sont des réseaux qui sont ouverts, chacun peut bien dire ce qu'il veut, etc. Si vous passez votre temps à faire ça, ça risque d'être même contre-productif. Il faut peut-être arriver à trouver une autre façon d'expliquer les choses. Par exemple, vous pourriez, ça peut être un objectif de communication, c'est de se dire, bon, déjà, les gens, ils écrivent ce qu'ils veulent, hein, ou alors vous fermez et vous faites un groupe privé, peut-être vous pouvez faire ça, mais si c'est un groupe ouvert, bah, vous pouvez pas empêcher les gens de dire tout et n'importe quoi. Ceci dit, vous pouvez peut-être collecter tous ces enfin ces arguments anti, vous les collectez et essayez de faire une communication globale. Par exemple, aujourd'hui, vous direz, aujourd'hui, je sais pas moi, quels sont les contre-arguments que ça peut être. Ben, vous prenez ce problème-là et vous définissez un petit dossier de communication là-dessus. Mais ne répondez pas au coup par coup parce que déjà, ça fait la personne qui est en défense permanente et donc ça peut sembler étrange. Et je pense que Facebook, ce n'est pas forcément le lieu. Mais en réponse, faites des dossiers, des mini-dossiers pour expliquer les choses. Moi, je pense que je ferais plutôt comme ça que d'essayer de contre-argumenter en permanence. Alors, nous avons mis en place un système dès qu'une actualité est mise en ligne, un message est transmis aux personnes qui sont inscrites. Ouais. Bon, il faut être régulier. Là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Il faut être régulier. Si vous n'avez pas d'actualité régulière, mais postez autre chose.
poster un petit sondage, un petit quiz, un petit concours, envoyez-nous vos photos de la rivière. Voilà, en fait, vous n'êtes pas obligé de faire une actualité. Vous pouvez trouver d'autres moyens en fait de maintenir le contact et puis de temps en temps, quand vous pouvez, bah, vous faites un petit dossier, une petite explication, une petite sensibilisation. Ah, il y a des saisons. Ben, profitez des saisons creuses pour faire un petit dossier ou parler de quelque chose qui n'est pas non plus un dossier de fond, par exemple, qui n'est pas directement l'actualité, c'est bien, mais des fois un dossier de fond, c'est intéressant aussi, ça complète. Il est 11h30, donc je vais arrêter. Je vous remercie en tout cas pour ces questions-là et pour vos réactions, parce qu'on n'a pas fini. J'ai encore des choses à vous demander. Et puis à la fin, surtout, ne partez pas avant d'avoir rempli, alors oui, en plus, il y a excusez-moi, il y a même encore un cas concret que j'avais oublié de vous présenter. Donc, on va laisser Clémence présenter son cas concret. Après, on aura une ou deux questions ensemble. Et puis, à la fin, surtout, ne partez pas sans l'évaluation, parce que pour nous, c'est très important pour pouvoir améliorer en fait le contenu et la forme des webconférences. Donc je me tais et je laisse Clémence présenter le dossier, le sentier pédagogique, pardon. Alors juste pour compléter un tout petit peu, Natacha, il y a l'ONEMA qui a fait il y a quelques années un document très bien fait sur les on-dit de la continuité écologique. J'ai essayé de le chercher vite fait sur Internet pendant la conversation, j'ai pas trouvé, mais je vous invite à aller fouiller sur Internet, il est très bien fait et peut répondre à pas mal de questions. Voilà, donc sur le sentier pédagogique. Alors finalement, je vais être assez rapide parce que d'après ce qu'on m'a dit, vous êtes plusieurs à aller aux journées d'échanges techniques organisées par le réseau des gestionnaires du milieu aquatique ce jeudi. Donc le sentier pédagogique il sera un peu plus développé lors de cette journée. Mais en fait, c'est un sentier pédagogique donc, qui a été mis en place à la fin du projet. Donc, son objectif principal, c'était de valoriser les expériences qui ont été acquises pendant le projet LIFE et donc de disposer d'un site de démonstration tout public parce qu'il est vraiment ancré dans la vallée, là où les travaux ont eu lieu. Donc la cible, c'était les riverains et les touristes, toute personne qui se promène sur ce lieu. C'est une balade qui est vraiment familiale de 2,4 km. C'est un aller-retour. On y trouve plusieurs choses pendant ce sentier. Des panneaux pédagogiques sur les moulins, donc avec un petit historique du moulin et ce qui a été fait sur ce moulin. Et aussi des panneaux espèces. Ça fait un peu fiche d'identité sur les espèces cibles du projet, à savoir l'écrevisse à pattes blanches, la mulette perlière, le chabot, la lamproie, la truite fario. Les moyens. Ça a été quelque chose d'assez long à mettre en place, un peu plus d'un an aussi. Donc il y avait un chef de projet qui a suivi l'élaboration du projet pendant un peu plus d'un an et plusieurs prestataires qui se sont chevauchés. Pour la conception, il y avait un architecte, un maître d'œuvre qui a chapeauté un peu le tout. Il y avait également un graphiste et une muséographe. Une muséographe, c'est un vulgarisateur en gros. Au jour d'aujourd'hui, c'est la commune qui entretient le sentier et la maquette pédagogique parce que comme vous pouvez le voir sur la photo, quand on fait le sentier, on tombe sur cette fameuse grande maquette pédagogique. Le déroulement pour l'élaboration de ce projet, voilà, comme vous avez pu le voir sur les présentations précédentes, notre but c'était vraiment la concertation. Du coup, il y a eu un comité de pilotage pour mettre en place le sentier avec des riverains, des élus de la commune, des chargés de mission du parc du Morvan, à savoir la chargée de mission éducation à l'environnement et au développement durable, mais aussi des chargés de mission tourisme au parc du Morvan. Donc il y a eu plusieurs réunions d'échange sur la démarche.
et aussi des gros brainstorming, voilà, pour que chacun balance un petit peu ses idées sur ce parcours. Le résultat est que c'est un outil qui est plutôt utilisé. Alors, il a été implanté pas de façon très anodine. Il est sur un chemin de grande randonnée. Donc, évidemment, il est assez fréquenté euh, parce qu'il y a ce chemin de randonnée, mais aussi, alors on voit peut-être plus sur la photo précédente, je reviens juste un petit peu avant, il est vraiment en bord de cours d'eau, donc vous voyez un pont sur la photo précédente, et il est vraiment sur une grande esplanade qui avant servait un peu d'esplanade à pique-nique, et depuis les travaux, on peut descendre facilement dans l'eau pour aller s'y baigner. Donc voilà, on a aussi pas mal réfléchi au lieu. Quand on implante un sentier pédagogique, il faut vraiment réfléchir à ça. Le petit point négatif, c'est très très coûteux. L'élaboration de tout ça, ça coûte plus de 50 000 euros. Voilà. La petite recommandation, c'est il faut vraiment bien réfléchir aux prestataires parce que c'est notamment pour la maquette, ça demande pas mal de techniques. Nous, on a eu pas mal de difficultés à mettre en œuvre la maquette et sur la conception, mais aussi sur la mise en œuvre, sur les travaux. C'est un maçon du coin qui a fait les travaux et du coup, ça demande à ce qu'on soit pratiquement toujours présent sur le chantier pour expliquer vraiment ce qu'on veut. Voilà, sur la photo, donc vous voyez les panneaux qui sont près de la maquette. Pour expliquer un tout petit peu, donc sur vraiment la maquette, il y a des poteaux, pardon, de couleurs. Et ensuite, sur le derrière de la maquette, il y a des panneaux d'observation, de tables d'observation, qui se réfèrent à ces poteaux de couleurs, qui permet voilà, de mettre en lien les éléments de la maquette avec ces panneaux pour mettre un peu plus d'informations que ce qu'il y a directement sur la maquette. C'est en circuit fermé. L'eau est vraiment en circuit fermé. Il y a un bassin au début, en haut de la maquette, ce qui permet de retenir l'eau. Et après, en actionnant les différentes portes, on arrive à voir plein de choses sur la maquette. Les inondations, l'effet du barrage, quand on enlève le barrage, qu'est-ce que ça fait. Il y a aussi des simulations de passe à poisson, d'arasement, de dérasement, de bus mal placés, de ponts, etc. Donc voilà ce qu'il y avait à dire en gros sur ce sentier pédagogique. Après, voilà, volontairement, j'étaye pas plus mon discours parce que il y a pas mal de monde que je vais retrouver donc ce jeudi à Besançon sur les journées d'échange technique. Mais voilà, je suis toujours ouverte à toute question si besoin. On va prendre 5 minutes maximum pour les questions, puisqu'il est déjà 11h40 et qu'il nous reste encore un tout petit peu de blabla. Donc je vous laisse, il est 11h40, dans 5 minutes on arrête les questions et les réponses aux questions. Sur la durabilité de la maquette, alors c'était vraiment un test. On n'en a pas vu des pareils. Pourtant, on a cherché, hein. C'est bien de faire, c'est vrai que je ne l'ai pas ajouté, mais c'est bien de faire de la bibliographie aussi avant de faire ce genre de choses. La première année, on a eu quelques difficultés à cause du gel. C'est vrai qu'on est dans une zone qui est un peu froide. Et donc, du coup, le béton a parfois fait quelques fissures. Donc, on espère que ça va tenir dans le temps, mais c'est pour ça qu'on la met hors d'eau en hiver, pour des questions de durabilité. Le coût de la maquette elle-même, c'est à peu près 30 000 euros. Malheureusement, un des points négatifs aussi, c'est qu'on n'a pas mis de compteur. On aurait dû, on le regrette aujourd'hui, et du coup, on n'a pas pu évaluer la fréquentation. Mais nous, on l'utilise encore aujourd'hui pour des sorties scolaires ou des sorties grand public.
avec l'UNESCO pour des... D'accord. Nous, on a eu quelques problèmes aussi sur des sites classés pour mettre en place des panneaux. C'est vrai, euh, c'est vrai qu'il faut mettre tout le monde autour de la table dès le début du projet pour éviter de froisser et donc de se voir refuser l'implantation de panneaux à quelque lieu que ce soit. Je ne connais pas le coût annuel. Après, c'est vrai que les agents techniques de la commune passent régulièrement parce qu'on a fait le choix aussi de ne pas couper d'arbres sur l'esplanade où il y a la maquette. Et donc, ils passent régulièrement un coup de balai dans la maquette pour enlever les feuilles, par exemple. Et après, je sais que vu que c'est pas mal utilisé et que les gens jouent avec l'eau, ils ont besoin de remplir la cuve d'eau tous les ans. Et après, du coup, ils ont une autorisation pour pomper l'eau de la rivière. Après, c'est vrai enfin, on peut faire plein de choses avec plein de panneaux. Ça dépend toujours de nos moyens. Nous, on a la chance d'avoir eu un gros projet avec pas mal de moyens. Du coup, on s'est un peu lâché et fait plaisir. Alors, la maquette portative pour des présentations en réunion publique, nous, on en a fait une en interne avec les moyens du bord, donc c'est-à-dire une goulotte PVC et des cailloux et des bouts de bois qu'on a collés sur cette goulotte PVC. Et on l'utilise énormément euh, avec les scolaires, mais aussi avec le grand public. Et pour moi, la maquette, ça permet vraiment aux gens de se rendre compte et c'est un super outil. Il y a une dimension jeu dans le sentier. Au niveau de la maquette, on invite les gens à faire des tests, donc à aller chercher du sable près de la rivière, de le mettre dans le cours d'eau, de voir l'effet que ça fait. Pareil, enfin voilà, il y a des vannes à enlever, à remettre pour voir tous les effets. Et c'est vrai qu'on peut parler vraiment de beaucoup de choses. On invite aussi aux gens à aller chercher de l'eau dans la rivière et de la mettre sur la maquette, ce qui permet de voir ce que c'est un bassin versant, où est-ce que l'eau coule, etc. Donc oui, il y a un petit peu une dimension jeu, mais ce n'était pas la dimension principale. C'était plus... Je vais me permettre d'interrompre maintenant le jeu de questions-réponses parce qu'il est 11h45. Donc je suis désolée, je reprends la main. J'espère que je ne vais frustrer personne. Euh, Merci Clémence pour cet exemple. Merci à vos questions à tous. Donc parce que c'est important, j'ai quelque chose à finir sur la théorie et puis après on passera à l'évaluation. Alors je vais essayer en deux diapos rapides en fait de vous rappeler que la communication c'est définir des objectifs, des cibles, des messages et des moyens et de prendre tout ce paquet-là et de le mettre dans un plan de communication. Donc, le plan de communication, ça vous permettra, c'est ce qu'on a déjà effleuré avec le calendrier éditorial, le plan de communication, il vous permet d'anticiper, il vous permet de programmer et de ne pas, du coup, vous dire, ah mince, le site est pas à jour, j'ai pas eu le temps de mettre mon actu, etc., etc. Le tout, c'est de planifier vos actions de communication, même si c'est la mise à jour du site, même si c'est un petit quelque chose sur Facebook, Twitter ou autre, mais planifier. Et donc, ce plan d'action, eh bien, il faut répondre à la question à quel moment est-il nécessaire de communiquer, vers quelle cible, quel moyen de communication est le plus adapté, le mieux adapté, et votre plan de communication est-il réaliste et faisable. Ça fait appel aux histoires d'indicateurs. Une fois que vous êtes posé ces questions-là, ben ensuite, vous pouvez vous poser les questions sur le planning. C'est quand est-ce que je vais communiquer, à quel moment, quel groupe je veux atteindre dans cette action, quel est le contenu de l'action de communication, quel canal, quel matériel, qui va transmettre le message, combien de fois répéter la même action ou une action précise, et puis qui est en pratique responsable de la réalisation de l'action. Pensez quand même que certaines de vos cibles peuvent aussi peuvent vous aider à faire passer des messages, à émettre des messages, les relais.
Pensez à vos relais, surtout si vous avez peu de temps à consacrer vous-même à la communication. Alors, avec tout ce qu'on a vu précédemment, attention quand même à ne pas vous disperser, parce que sinon vous allez avoir trop de choses à faire, vous n'allez pas les faire. Donc, vaut mieux cibler sur peu d'actions et des actions correctement faites. Et puis, si possible, essayez de diversifier. Le truc de diversifier, c'est pour vous permettre, l'objectif, c'est de toucher le plus grand nombre. C'est pas juste de vous faire plaisir en faisant des plaquettes, des posters ou des trucs. Non, c'est comment je vais toucher le plus grand nombre. Et plus vous diversifierez, plus vous toucherez des cibles différentes. Mais attention à ne pas vous disperser et puis surtout avoir en tête votre budget. Alors, établir le plan de communication, ça se fait en 7 étapes. Je ne vais pas vous les redire parce que c'est exactement ce qui est écrit sur le côté gauche, là. Objectif, message, action, moyen. Mais ça ressemble à ça, à ce tableau où vous mettez à chaque fois mon problème, ce que je mets en jeu, c'est mon problème à régler, en fait. Objectif, cible, contenu du message, quel support, on rentre dans les moyens, comment je vais le diffuser, combien je vais avoir besoin de personnes ou qui. Et les moyens humains, ça va être le nombre de TP, mais également les compétences dont vous aurez besoin pour la mettre en œuvre. Le coût et les délais, le temps. Et je vous ai mis une source là. Donc, de toute façon, la présentation, vous allez la voir. Hein. Mais là, sur ce site-là, vous avez en fait un guide qui vous permet d'établir des plans de communication belges. Bon, bah, vous adapterez à vos propos, mais l'intérêt de ce guide, c'est que vous avez en fait des modèles de documents. Vous avez un fichier Excel avec un modèle de plan de communication. Vous avez un modèle pour définir par brainstorming, par exemple, vos messages. Vous avez plein d'outils utiles pour développer des actions de communication. Ah, non, ce que j'ai pas dit aussi, c'est, attention, on n'a pas parlé de faire le suivi, évaluer, mais c'est indispensable, en fait, de pouvoir évaluer vos actions de communication. Parce qu'en fait, vos actions, elles peuvent évoluer. Votre projet, il peut évoluer. Et en fait, il faut pouvoir corriger. Si vous vous êtes donné comme objectif de toucher 10 propriétaires riverains qui accepteraient d'effacer leur seuil et que vous l'avez pas atteint, bah, posez-vous la question, pourquoi je l'ai pas atteint et qu'est-ce que je peux faire de mieux ou de différent dans ma communication pour atteindre cet objectif. Donc, c'est en fait c'est un perpétuel mouvement. Donc, j'avais prévu un petit exercice, mais on va pas trop avoir le temps. Donc, je vais finir par les principes clés pour réussir la communication. En bref, il faut intégrer votre communication dès le début de votre projet, faire le lien entre les phases du projet et les actions de communication, ne pas passer directement aux moyens de communication sans être passé par objectif, cible, message, puis élaborer un plan de communication solide et adaptez-le selon le principe d'amélioration continue et le faire évoluer tout au long de votre projet. Et là, l'idée à retenir, c'est si vous pouvez essayer de raconter une histoire, ayez un fil rouge pour que les gens puissent avoir une logique dans votre communication, ayez un message central cohérent que vous déclinerez ensuite en fonction de vos cibles et de vos objectifs. Voilà, donc je vous ai mis dans le document, dans la présentation, quatre références bibliographiques. Donc le portail Centre de ressources de l'OFB, où vous verrez, il y a des guides, des films et des expériences, et notamment le guide restauration de communication sur la restauration des cours d'eau. Sur Gesto, alors c'est pas spécifique restauration des cours d'eau, mais vous avez des outils et puis des témoignages aussi pour trouver des idées. Quand je vous dis inspirez-vous des autres, dans Gesto, vous trouverez des exemples de plans de communication pour les sages ou les contrats de rivière, par exemple. Association Rivière-Rhône-Alpes, pareil. Alors, ils ont un document qui est vieux, qui date de 2007, mais qui est toujours très d'actualité, très utile. Et vous avez pas mal de témoignages d'expériences concrètes, sur des expériences concrètes. Et puis, pour moi, la Bible de la communication, le guide de communication, avec des modèles et des fiches pratiques.